Alors, depuis près d'un an, les entreprises, et plus particulièrement le secteur du commerce et de la restauration, ont dû s'adapter et modifier leur façon de travailler pour proposer à leurs clients le click and collect et la vente à emporter. Donc, outre la nécessité de s'équiper pour se digitaliser, un certain nombre d'obligations s'imposent à elles dans le cadre de la protection du consommateur et de la réglementation de la concurrence. Donc, c'est ce que nous allons vous présenter ce matin. Ah. Est-ce que vous voyez toujours le support? Parce que quelqu'un a démarré le partage. Oh là là, bon. Écoutez, je crois que je vais faire sans support, ça sera plus simple. OK. Alors, en précision préliminaire, nous allons tout d'abord vous préciser ce qu'est le click and collect. Donc, pour digitaliser votre activité, il est nécessaire de proposer la réservation et le cas échéant l'achat des produits à distance, c'est-à-dire par téléphone, par échange de mails, par le biais des réseaux sociaux ou par l'intermédiaire de votre site Internet, ce dernier pouvant être un site vitrine ou un site marchand. Alors, après avoir réservé et le cas échéant payé sa commande, le click and collect permet au client de venir directement retirer les produits devant votre boutique. Les clients peuvent acquérir ainsi sans frais de livraison et plus rapidement les produits non essentiels qui ne peuvent plus être vendus au sein de boutiques physiques pendant notamment les périodes de confinement ou de restrictions de déplacement. Le retrait de commandes click and collect, sous réserve de l'application des mesures barrières, constitue donc un relais d'activité précieux pour vous en cette période de crise sanitaire. En effet, la crise sanitaire crée pour les professionnels des contraintes en matière d'accueil physique des clients avec la jauge. Elle modifie aussi les comportements. Selon une étude publiée en décembre 2020 sur la digitalisation du commerce, les attentes des Français en 2021, 85% des Français estiment que les commerces auraient intérêt à en renforcer leur service de click and collect. Les consommateurs achètent de plus en plus en ligne et sont aussi plus enclins à découvrir des marques qu'ils n'avaient pas jusque-là l'habitude d'acheter. Selon une autre étude qui a été réalisée en juillet 2020 dans 6 pays, dont la France, 72 personnes. Excusez-moi. 72% des personnes interrogées déclarent vouloir se tourner plus fréquemment vers des commerces indépendants en ligne ou à proximité de leur domicile, renonçant ainsi à utiliser des grandes plateformes comme Amazon. Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance vient de publier sur le site cliquemonscommerce.gouv.fr une liste de solutions gratuites ou à des tarifs préférentiels pour vous aider à mettre en place un service de click and collect, comme les places de marché, services de livraison, services de paiement, etc. Alors, 2 remarques. Pendant le deuxième confinement, il existait une autorisation de déplacement expressément prévue pour le retrait des commandes dans l'attestation de déplacement et également, dans le cadre de l'indemnisation mensuelle du Fonds de solidarité, le décret du 2 novembre 2020 précise que le chiffre d'affaires réalisé par les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison n'est pas intégré dans le calcul de la perte de chiffre d'affaires et donc pour le calcul de l'indemnité mensuelle, ce qui n'est pas négligeable. Alors, quel est le contexte juridique de ce click and collect? La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rappelle que la vente à distance est définie par le mode de conclusion du contrat. Dans le cadre d'un retrait de commande, la conclusion du contrat est forcément effectuée à distance. En effet, le Code de la consommation indique que tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, sans la présence physique simultanée des deux parties, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, est considéré comme un contrat à distance. Donc, les achats réalisés en ligne ou par téléphone suivis d'un retrait en boutique sont donc soumis à la réglementation relative à la vente à distance, avec notamment le bénéfice pour le consommateur du délai de rétractation. Alors, je vais laisser la parole à présent à ma collègue Anne-Valérie pour qu'elle puisse vous présenter d'autres définitions. Alors, Élise a commencé à parler donc, de ce qu'est la vente à distance. C'est une notion absolument fondamentale qu'on va étudier donc, tout au long de ce webinaire,
puisque à cette notion de vente à distance s'applique une réglementation très spécifique avec beaucoup d'obligations pour le commerçant qui va utiliser ce procédé de vente à distance. On va donc tout d'abord voir un certain nombre d'autres notions pour savoir si ça rentre dans la réglementation de la vente à distance. Donc, comme l'a dit Élise, je rappelle, donc, il y a deux éléments fondamentaux pour les ventes à distance. Donc, un contrat entre un professionnel et un consommateur, sans la présence physique simultanée des deux parties. C'est ces deux éléments-là qui font que l'application de la réglementation de la vente à distance va être obligatoire. Anne-Valérie, on t'entend pas bien. On t'entend pas bien. Je vais monter le son. Je suis au maximum du son. Je continue. Je vais parler plus fort. Donc, le lieu de livraison et le lieu de paiement importe peu. C'est bien les deux éléments donc, que je vous rappelle. Donc, un contrat entre un professionnel et un consommateur, sans la présence physique simultanée des deux parties, qui fait qu'on est face à une vente à distance. Donc, il existe plein de sortes de contrats qui vont donc être soumis à cette réglementation de vente à distance. Je vais vous en énumérer quelques-uns à titre d'exemple et je vais également vous donner quelques types de contrats qui ne rentrent pas dans cette réglementation mais pour lesquels une autre réglementation peut s'appliquer. Donc, tout ce qui est notamment contrat de location saisonnière, contrat de logement meublé, tout ce qui est contrat de service d'un agent immobilier, des locations de salles, tout ce qui est contrat relatif à un contenu numérique, avec donc des téléchargements d'applications, de jeux, de musique, etc. Ce sont des ventes à distance. Tout ce qui est contrat de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, ça peut être la vente à distance. Par contre, il y a un certain nombre de contrats pour lesquels cette réglementation ne s'applique pas. Il y a une autre réglementation qui s'appliquera. C'est notamment tout ce qui est contrat portant sur des services financiers, des services d'assurance à distance, tout ce qui est contrat sur des services de transport de passagers. Pour la plupart, c'est notre réglementation qui s'applique. Je pense que tu as un problème de connexion parce qu'on ne t'entend vraiment pas bien. Personne, en fait. D'accord. Alors, que faire Je suis au maximum du son. T'approcher peut-être un peu plus près du micro. Je suis proche du micro. Est-ce que vous voulez que je recommence? Oui ou non? Élise? Oui. Pour recommencer? Oui. Ok, je recommence du début. On est bien parti dans ce webinaire, je trouve. Donc, on a un problème de support et on a un problème de micro. Mais on va y aller dans la joie et la bonne humeur et je vais parler plus fort. Et donc, Élise, dis-moi tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon. Là, je parle vraiment fort. Pour moi, c'est bon. C'est bon? Ok. Oui. Alors, je pars donc sur la notion de vente à distance, qui est absolument une notion fondamentale, donc, puisque à partir du moment où les éléments de la vente à distance vont être réunis, il y a toute une réglementation qui s'applique et qui impose beaucoup d'obligations pour le commerçant. Donc, je rappelle les deux éléments fondamentaux qui doivent être réunis pour qu'il y ait vente à distance. Donc, il y a d'une part donc un contrat entre un professionnel et un consommateur sans la présence physique simultanée des deux parties. Ça, c'est ce qui constitue la vente à distance, peu importe où se fait la livraison et peu importe le lieu de paiement. Ce sont les deux éléments fondamentaux de la vente à distance. Donc, il y a plusieurs types de contrats qui vont être soumis à cette réglementation de la vente à distance. Je vais vous en énoncer quelques-uns. Sans que ce soit une liste exhaustive, ce sont des exemples. Et ensuite, je vais vous donner également des exemples de contrats qui ne sont pas soumis à cette vente à distance. Alors maintenant, j'ai le support en visuel. Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont, mais moi, je l'ai en visuel. Donc, tout ce qui est contrat de location saisonnière peuvent rentrer dans le cadre de la réglementation de la vente à distance. Tout ce qui est contrat de service d'un agent immobilier, les contrats de rénovation de bâtiments peuvent rentrer dans le champ de la vente à distance. Également, tout ce qui est téléchargement de contenu numérique, de musique, de jeux, de vidéos, ça peut rentrer donc dans le cadre de la réglementation de la vente à distance. Par contre,
ne rentrent pas dans le champ d'application de cette vente à distance, donc des contrats relatifs à des services financiers, à des services d'assurance à distance, également les services de transport aux personnes. Souvent, dans la plupart des cas, c'est notre réglementation qui s'applique. Et également, ne rentre pas dedans tout ce qui est tournées qui sont faites par des commerçants à domicile, des particuliers, notamment des tournées alimentaires et de boissons. Là, la réglementation de la vente à distance ne s'applique pas. Et également, ça ne s'applique pas pour tout ce qui est achat de biens immobiliers ou location de la résidence principale. Ce sont donc d'autres réglementations qui s'appliquent. On va voir par rapport à cette notion de vente à distance. Donc là, je pense que vous avez en visuel le support, différentes autres notions. Donc, on a la vente à emporter. La vente à emporter s'applique spécifiquement pour les restaurateurs. Donc là, la vente à emporter, c'est le client qui se déplace dans le restaurant, qui commande ses plats et qui repart avec ses plats pour les manger chez lui. Donc là, il n'y a pas vente à distance. Même si le client passe par un drive, il n'y a pas de vente à distance. Les choses sont différentes si la vente se fait via des plateformes de livraison. Là, la notion de vente à distance redevient applicable. Les sites vitrines, donc par principe, un site vitrine, c'est un site sur lequel on met en avant une société, on met en avant des produits, des services, mais où il n'y a pas de boutique en ligne. C'est uniquement un site de promotion d'un certain nombre de produits de la société. Donc, s'il n'y a pas de vente, on n'applique pas donc non plus la réglementation de la vente à distance. Ensuite, il y a la notion de plateforme de vente. Les plateformes de vente, tout le monde les connaît. La plus grosse, Amazon, c'est Discount. Il y en a des plus petites. La réglementation applicable à ces plateformes de vente évolue en permanence dans un souci constant de protéger d'une part le consommateur, mais également les commerçants qui se font référencer sur ces plateformes. Nous n'étudierons pas aujourd'hui la réglementation applicable à ces plateformes de vente. Par contre, le commerçant référencé sur la plateforme, lui, il va devoir appliquer la réglementation de la vente à distance dans ses relations avec ses clients. Ensuite, la vente en ligne. Là, on va développer dans les diapos suivantes la vente en ligne. Donc, la vente en ligne est clairement de la vente à distance, puisque là, ce sont des achats qui se font via Internet. Et donc là, on va vraiment avoir tout l'éventail de la réglementation de la vente à distance qui va s'appliquer. Et donc, on va le voir dans les supports suivants. Élise, je ne sais pas si tu peux avancer le support. Tu peux l'avancer? Donc, la création d'un site Internet. Donc, si on veut faire de la vente en ligne, évidemment qu'il faut créer un site Internet. Donc, la création d'un site Internet impose l'application de la réglementation de la vente à distance avec un certain nombre d'obligations déclaratives, des mentions obligatoires, des conditions générales de vente. Donc, on va voir tout ça dans les diapos qui suivent. Donc là, le code de la consommation s'applique. Donc, il est dit clairement qu'avant la conclusion du contrat, le vendeur en ligne doit fournir toute une série d'informations destinées à permettre aux clients de s'engager en toute connaissance de cause. Donc, doivent être communiquées en langue française de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté permettant un accès facile, direct et permanent un certain nombre de mentions obligatoires. Le plus souvent, ces mentions obligatoires, on les retrouve dans un onglet mentions légales ou nous contacter ou également intégrés dans les conditions générales de vente ou les conditions générales de service. Tous ces onglets-là se trouvent généralement en bas de page des sites Internet. Donc, on va voir ensemble les différentes mentions obligatoires sur le site Internet. Tu peux mettre la diapo suivante, Élise. Donc, la première série de mentions obligatoires sur le site concerne l'identification de la société, donc de l'éditeur du site. Donc là,
Il y a la dénomination sociale, l'adresse du siège, numéro de téléphone, adresse mail, forme juridique, montant du capital, nom du directeur, nom également de l'hébergeur du site, numéro sirène donc, de la société, identification fiscale, les conditions générales de vente. Si c'est une activité réglementée qui a ce site internet, il faut également des mentions spécifiques pour cette activité réglementée, avec notamment éventuellement la délivrance de la carte, le numéro de la carte professionnelle qui a été délivrée, l'organisme qui a délivré la carte, et les éléments concernant la garantie financière, les assurances, etc. Donc, tous les éléments obligatoires qui doivent être affichés par rapport à l'activité réglementée. Ensuite, on a un certain nombre d'éléments importants qui doivent être indiqués sur le site concernant les cookies. Donc, les cookies, ce sont ces petits fichiers informatiques, ces traceurs, qui permettent donc d'analyser le comportement des usagers lors de la visite du site Internet. Donc, les usagers du site doivent connaître un certain nombre de choses. Donc, il faut les informer de la finalité des cookies. Il faut également obtenir leur consentement. Il faut fournir aux internautes aussi le moyen de refuser l'utilisation de ces cookies, sachant que la durée de validité du consentement dans ce cadre est de 13 mois maximum. Par ailleurs, il y a toute une série de mentions obligatoires concernant les données personnelles, avec notamment l'application du RGPD, Règlement général sur la protection des données. Donc là, le site doit indiquer les coordonnées du DPO, donc le délégué de la protection des données, ou le point de contact sur les questions de protection des données personnelles, la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses et conséquences éventuelles à l'égard d'internautes d'un défaut de réponse, les destinataires ou catégories de destinataires de ces données, les droits d'opposition, les droits d'interrogation, les droits d'accès et de rectification à ces données, les bases juridiques du traitement des données, et également toutes les mentions nécessaires pour que l'usager puisse introduire des actions en réclamation. Donc, tous ces éléments-là doivent figurer sur le site. Alors, moi, j'ai téléchargé à titre d'exemple les informations légales d'une société qui a son site Internet et qui comprend bien donc, tous les éléments nécessaires. Donc, à titre d'exemple, je vous les liste. Identification d'éditeur, où là, on a toutes les données concernant l'identification de la société créatrice du site, toutes les coordonnées concernant l'hébergeur. Ensuite, on a les textes de loi, notamment la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, le code de la propriété intellectuelle, la finalité des cookies, mesures d'audience, la politique de confidentialité de la société avec tout ce qui est protection des données, traitement des données relatives aux services, également nature et finalité des données à caractère personnel, les conditions donc, de publicité ciblée et d'emailing et d'SMS, le fondement légal des traitements, durée de conservation des données, destinataire des données, protection, transfert des données, et ensuite on a toute une partie où est listé en détail les droits de l'utilisateur, comment il peut exercer ses droits et le traitement technique des données en matière de cookies. Donc, c'est à ça que vous devez arriver quand vous faites votre site. Vous devez avoir tous ces éléments-là qui sont absolument obligatoires et qui doivent figurer sur votre site. Alors, maintenant, nous allons parler du principe du double clic. Qu'est-ce que ce principe du double clic? C'est tout simplement les modalités de formation du contrat en ligne. Donc là, il faut se référer à l'article 1127-2 du Code civil. Je vais vous l'énoncer. Il stipule « Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. » Donc là, on retrouve donc le principe du double clic. Donc concrètement, le premier clic, le client a un récapitulatif de sa commande. Il peut vérifier sa commande, vérifier les prix, corriger éventuellement ce qu'il veut corriger. Et ensuite, on a le deuxième clic
qui valide la commande et le paiement. C'est donc le principe du double clic qui est absolument obligatoire pour que vous soyez en règle sur votre site. La deuxième partie de cet article du Code civil énonce: l'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié par voie électronique de la commande qui lui a été adressée. La commande, la confirmation d'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque prestation, vous devez envoyer par mail le détail de la commande et la facture au client ou lui donner la possibilité d'accéder au détail de la commande sur le site. C'est généralement le cas dans les comptes clients où il y a tous les récapitulatifs de commandes. Donc ça, c'est vraiment donc, le principe du double clic et les modalités de formation du contrat qui sont absolument fondamentales et qui doivent être mises en place sur votre site. Dernier point, l'archivage des contrats. Donc, pour toutes les commandes d'un montant supérieur à 120 €, il y a une obligation d'archiver pendant 10 ans les factures. Ça veut dire que pendant 10 ans, les clients peuvent vous demander de transmettre le détail de la commande qui avait été passée. Donc ça, ce sont les premières séries de choses que vous devez voir concernant la création de votre site Internet. C'est toutes les mentions obligatoires, tous les procédés que vous devez absolument mettre en place pour la validation du contrat et la validation de la commande. Par ailleurs, il faut que vous vous protégiez sur un certain nombre d'éléments qui concernent donc les éléments de votre site Internet. Donc, il y a des moyens de vous protéger donc, concernant le nom de domaine et tout ce qui est graphisme, images, logos et marques que vous allez faire figurer sur votre site Internet. Donc, la première chose, c'est le nom de domaine. Donc, le nom de domaine, qui correspond à l'adresse postale de votre site Internet, en quelque sorte. Il faut savoir que le nom de domaine profite aux premiers qui ont fait la réservation, sous réserve de ne pas porter atteinte à des droits antérieurs des tiers. Donc ça, c'est très important. Le premier qui en fait la réservation, sous réserve de ne pas porter atteinte à des droits des tiers. Et vous pouvez porter atteinte à ces droits des tiers, notamment si le nom choisi prête à confusion par rapport à un nom de domaine déjà existant, par rapport à une marque déjà existante, par rapport à un nom patronymique d'une personne. Donc, il faut faire attention à ça, puisqu'il peut y avoir deux types d'actions qui peuvent se déclencher contre vous. C'est l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale, qu'on ne va pas évoquer ici, mais il faut faire attention. Donc, il faut vous assurer que le nom de domaine il est disponible. Pour ce faire, donc, il y a des outils de recherche de disponibilité, notamment vous pouvez donc utiliser l'outil de l'Association française pour le nommage Internet en coopération, l'AFNIC, et vous pouvez également utiliser le site de l'INPI qui vous permet, au travers du dépôt des marques et du dépôt des catégories de produits ou de services, de voir si le nom de domaine que vous voulez choisir a déjà été utilisé ou pas. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, quand vous avez choisi votre nom de domaine, vous le faites enregistrer donc dans un bureau d'enregistrement. Alors là, il faut déjà faire attention parce que quand vous enregistrez un nom de domaine sur un bureau d'enregistrement, si vous le faites vous-même, il n'y a pas de problème, ce sera vous le contact associé au nom de domaine. Si vous demandez à un prestataire extérieur de faire la démarche à votre place, il faut faire attention que le contact associé à ce nom de domaine, ce soit bien le vôtre et pas le nom du prestataire qui a fait la formalité pour vous. Parce que dans ce cas-là, ce sera lui qui sera propriétaire du nom de domaine et pas vous. Donc ça, c'est un point de vigilance à avoir. Alors, concernant la protection de votre nom de domaine, vous pouvez faire deux choses. D'une part, vous pouvez protéger votre nom de domaine via l'INPI. Alors, en soi, le nom de domaine ne peut pas être protégé. Il faut que vous passiez par un dépôt de marque. Donc, ça, c'est le moyen pour vous de protéger votre nom de domaine, c'est de le déposer en tant que marque à l'INPI. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire que vous pouvez faire et qui est complémentaire, c'est l'utilisation du formulaire NDI. Alors, ce formulaire NDI, c'est un formulaire que vous complétez quand vous faites une formalité pour le registre du commerce.
vous le faites soit au moment de la création de votre société et vous pouvez, parmi tous les documents que vous devez déposer au greffe, déposer donc ce formulaire en plus où vous allez déclarer les noms de domaine qui font partie intégrante et partie constitutive de votre société qui va être déposée donc au registre du commerce. Vous pouvez le faire aussi au cours de vie de la société, notamment lors d'une modification, puisque entre parenthèses, il faut savoir aussi que l'activité de commerce en ligne est une activité qui doit être déclarée. Donc, vous pouvez être amené le jour où vous voulez créer un site en ligne à faire une adjonction d'activité pour rajouter et déclarer cette activité de commerce en ligne sur votre CABIS. Et ça peut être l'occasion également donc, de remplir ce formulaire NDI pour que votre nom de domaine soit bien enregistré également, soit bien déposé au niveau du registre du commerce. C'est une formalité complémentaire qui n'est pas suffisante, mais qui peut apporter un plus par rapport au dépôt de votre nom de domaine en tant que marque à l'INPI. Donc, à côté de ce nom de domaine, il y a tous les éléments visuels de votre site, tout ce qui est graphisme, images, logo, marque, qui vont figurer sur votre site Internet. Tous ces éléments-là, il faut aussi pouvoir les protéger. Alors, pour ce faire, vous pouvez donc déposer ces éléments à l'INPI sous deux catégories. Il y a les catégories dessin et modèle en fonction de si c'est en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Par contre, là, je vais tout de suite rebondir sur les droits d'auteur. Il faut faire très, très attention quand vous créez un site Internet par rapport aux droits d'auteur, puisque d'une part, si votre logo il a été créé par un prestataire extérieur, il faut faire attention que ce logo ne soit pas la propriété du prestataire extérieur, mais bien votre propriété à vous. Et toute la conception du site, si vous décidez de faire appel à un prestataire extérieur pour créer votre site, le réaliser, le mettre en ligne, là, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que la conception du site web ainsi que les éléments contribuant à cette conception sont reconnus comme étant des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur. Et là, la DGCCRF insiste beaucoup là-dessus. Ça veut dire que le site Internet appartient à son auteur. Si vous ne faites rien, le prestataire à qui vous avez demandé de réaliser le site peut être propriétaire de tous les droits sur votre site. Donc, il faut absolument penser, lors de la signature du contrat avec ce prestataire pour la réalisation de votre site, il faut penser à prévoir une clause de cession des droits d'auteur pour que ce soit vous qui soyez propriétaire et que vous ayez la main sur votre site et surtout le visuel de votre site Internet. Voilà, moi j'en ai fini, Élise. Toi, tu vas nous parler donc, des conditions générales de vente particulières qui doivent donc figurer sur le site en ligne, ce qu'on peut appeler des CGV e-commerce. Donc, je te laisse la parole, Élise. Merci. Alors, effectivement, nous allons aborder à présent les conditions générales de vente. Alors, en introduction, il faut tout d'abord distinguer les conditions générales de vente des conditions générales d'utilisation, des termes que nous voyons apparaître très régulièrement lors de nos visites sur les sites Internet. Alors, les conditions générales d'utilisation, elles visent à définir les modalités d'utilisation d'un site Internet ou d'une application mobile. Elles permettent également de fixer les relations entre l'utilisateur du site ou de l'application et son éditeur. Alors, sera considéré comme utilisateur toute personne qui navigue sur le site. Elle se doit par conséquent de respecter les conditions générales d'utilisation du site, même si elle n'achète aucun bien ou service. Ainsi, contrairement aux conditions générales de vente qui encadrent la relation contractuelle entre l'acheteur et le vendeur, les conditions générales d'utilisation ne concernent que l'utilisation même du site Internet. Il n'y a pas d'obligation légale à avoir des conditions générales d'utilisation. Elles sont néanmoins fortement recommandées pour vous protéger en tant qu'éditeur de site. Elles permettent de définir les modalités de création d'un compte et la gestion de ce compte, les règles et les droits applicables en matière de propriété intellectuelle, si vous diffusez par exemple des photos des produits que vous souhaitez vendre,
les modalités de protection des données à caractère personnel que vous allez récolter auprès de vos clients, la limitation de la responsabilité de l'éditeur du site en cas de propos injurieux ou racistes qui seraient postés par un utilisateur. Pour pouvoir être opposable au client ou à l'utilisateur, les conditions générales de vente et les conditions générales d'utilisation doivent être expressément acceptées au préalable. L'acceptation peut être recueillie, par exemple, au moyen d'une case à cocher. Alors, certains sites incluent à l'intérieur des conditions générales de vente les conditions générales d'utilisation. On le constate régulièrement, ce qui entraîne une confusion chez l'utilisateur ou l'acheteur. Ainsi, on vous recommande fortement de distinguer les deux types de conditions et de les rédiger indépendamment l'une de l'autre de façon lisible et claire, comme l'exigent les textes. Les conditions générales de vente, quant à elles, représentent l'équivalent d'un contrat de vente ou de prestation de service entre un client et un fournisseur. Elles permettent de fixer un cadre juridique à leurs relations commerciales en protégeant le client et le fournisseur, notamment en cas de litige à venir. Alors, slide suivant, Vincent, s'il te plaît. Voyons tout d'abord rapidement, non, celui d'avant, pardon. Voyons tout d'abord rapidement les conditions générales de vente entre professionnels. Il est possible que vous souhaitiez créer un site de vente en ligne qui ne s'adresse qu'à des professionnels, clients professionnels dans le même secteur d'activité que le vôtre. Dans ce cas, la réglementation applicable sera différente et dépendra essentiellement du code de commerce et du code civil. Dans le cadre de la vente entre professionnels, la rédaction des conditions générales de vente n'est pas une obligation. C'est la communication de celle-ci au client qui en fait la demande qui constitue une obligation issue de l'article L441-1 du Code de commerce. Le même article prévoit d'ailleurs la possibilité de rédiger des conditions générales de vente différenciées selon les produits, les prestations, des grandes catégories d'acheteurs. Mais attention, sans pratiquer de discrimination. Lorsqu'elles existent, elles constituent le socle unique de la négociation. Alors, quelles sont les clauses obligatoires devant figurer dans ces conditions générales de vente quand elles existent? Ce sont les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix, les modalités de paiement et les conditions de règlement du prix, les pénalités de retard. Vous pouvez également ajouter d'autres clauses, bien sûr, qui resteront facultatives, mais qui peuvent être recommandées pour assurer votre protection. Comme par exemple, une décharge de responsabilité en cas de livraison tardive, mais attention là à ne pas rédiger une clause qui serait considérée comme abusive, l'accord du client sur une évolution du prix. Pour certaines marchandises, les prix peuvent fluctuer en fonction du marché. La restitution de la marchandise en cas d'absence de paiement intégral, c'est ce qu'on appelle la clause de réserve de propriété, qui peut être très importante selon les produits que vous êtes amené à vendre. Une clause de force majeure, qui est d'actualité aujourd'hui, des conditions de résiliation du contrat, et encore une clause attributive de compétence ou permettant de déterminer la loi applicable. En fait, le vendeur est libre d'insérer dans ses conditions générales de vente, outre les mentions obligatoires que je vous ai citées au préalable, à la condition qu'elle ne crée pas un déséquilibre entre le vendeur et l'acheteur. Donc, dans les conditions générales de vente entre professionnels, on va s'attacher à vérifier que les clauses que vous y avez insérées ne constituent pas un déséquilibre entre le vendeur et l'acheteur. Donc, slide suivant, Vincent, s'il te plaît. Donc, nous allons voir à présent les conditions générales de vente entre professionnels et consommateurs. Elles sont beaucoup plus encadrées que dans les relations B2B, avec pour objectif majeur la protection du consommateur. Et elles relèvent de la réglementation de la vente à distance dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, dans le cadre d'une relation avec un particulier, vous devez impérativement porter à sa connaissance les conditions générales de vente sur un support durable. Ça peut être par exemple un fichier PDF. Les conditions générales de vente permettent de regrouper dans un même document l'ensemble des informations précontractuelles dans le cadre d'une vente à distance imposée par le Code de la consommation dans l'article L221-5 du Code de la consommation. De ce fait, il faudra s'assurer sur le site de vente en ligne que l'acheteur-consommateur en ait bien pris connaissance avant de finaliser sa commande. Les cases précochées d'acceptation des conditions générales de vente sont à prohiber. Vous devez absolument requérir le fait que l'acheteur ait bien pris connaissance des conditions générales de vente.
Alors, les clauses obligatoires, quelles sont-elles? Ce sont celles relatives à l'identité du dirigeant et à l'identité de l'entreprise, celles présentant les caractères essentiels du bien ou de la prestation de service. Donc, il ne s'agit pas ici de détailler chaque produit que vous allez mettre en vente sur votre site, mais bien la catégorie de produits que vous allez proposer. Les mentions relatives au prix, à la durée de la validité de l'offre et aux modalités de paiement, paiement comptant, paiement en plusieurs fois, comment est-ce que vous souhaitez procéder, quels sont les moyens de paiement que vous allez proposer aux consommateurs. Les clauses relatives à la livraison, je vais l'aborder un peu plus en détail par la suite. Celles relatives aux droits de rétractation, c'est pareil, nous allons le détailler par la suite. Les conditions de résiliation du contrat, le règlement des litiges, les garanties dont dispose l'acheteur, donc les garanties légales de conformité, garanties des vices cachés, mais également des garanties commerciales que vous pourriez proposer en plus, en sachant que si vous proposez une garantie commerciale supplémentaire, il faudra prévoir un contrat spécifique à cette garantie commerciale. La protection des données à caractère personnel, le médiateur de la consommation et ensuite les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique, ainsi que les moyens techniques qui permettent à l'utilisateur de pouvoir corriger la saisie avant de pouvoir finaliser sa commande. Les langues proposées pour la conclusion du contrat et en cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage et les conditions d'accès au contrat archivé. Il est important d'éviter d'inclure dans les conditions générales de vente des clauses qui sont dites abusives et qui ont pour effet de créer un déséquilibre entre le client et le fournisseur. Les sanctions peuvent être prononcées à l'égard du fournisseur quand vous avez des clauses abusives dans vos conditions générales de vente. Vous retrouvez la liste de ces clauses abusives dans les articles R212-1 et R212-2 du Code de la consommation et ces clauses sont réparties en deux listes. La liste des clauses noires, qui, elles, sont de toute façon réputées d'office non écrites car abusives, et la liste des clauses grises, pour lesquelles le fournisseur pourrait apporter, le vendeur pourrait apporter la preuve contraire, c'est-à-dire la preuve qu'elles ne sont pas abusives pour le consommateur. Sur le site de la DGCCRF, vous retrouvez une fiche pratique relative à ces clauses abusives, dans laquelle vous allez trouver un tableau vous donnant des exemples concrets de ce qui pourrait être considéré comme abusif au regard des textes. Donc cette liste, ce tableau, je trouve qu'il est très très utile quand vous rédigez vos conditions générales de vente, parce que selon le secteur d'activité ou le produit ou la prestation que vous allez proposer, eh bien vous allez avoir vraiment des cas concrets de clauses qu'il faut éviter d'insérer dans vos conditions générales de vente. Alors, slide suivant, Vincent, s'il te plaît. Donc, nous avons fait le choix ce matin de nous concentrer aussi pour une question de temps, plus particulièrement sur 3 clauses sur lesquelles les litiges portent fréquemment. Alors, tout d'abord, sur le droit de rétractation. Donc, c'est un droit fondamental dans le Code de la consommation. Donc, le client dispose d'un délai de 14 jours pour pouvoir se rétracter et donc annuler sa commande. Il doit avoir accès sur le site Internet à un formulaire type de rétractation et être informé des informations suivantes. Quelles sont les conditions d'exercice de ce droit de rétractation? Quels sont les frais de renvoi du bien éventuellement à payer en cas de rétractation? Quels sont les frais dus par le client s'il se rétracte d'un contrat de prestation de service dont l'exécution a déjà commencé avant la fin du délai de rétractation? Si le délai de rétractation n'est pas applicable au produit que vous proposez ou à la prestation que vous proposez, cela doit être également précisé dans les conditions générales de vente avec le motif. C'est-à-dire que vous devez dire les produits qui sont proposés sur ce site Internet ne permettent pas l'exercice du droit de rétractation pour telle raison. En effet, l'article L221-28 prévoit une liste de produits pour lesquels, ou de prestations de services pour lesquels le droit de rétractation n'est pas applicable. Donc, je ne vais pas vous lire toute la liste. Il y a 13 catégories. Non, moi, je vais vous en citer quelques-unes. Donc, les fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur et nettement personnalisées, donc les biens fabriqués sur mesure. Les prestations de services qui sont exécutées avant la fin du délai de rétractation
mais avec, donc pleinement exécuté, hein, donc terminé avant la fin du délai de rétractation, mais avec l'accord express du consommateur pour que ça soit réalisé avant la fin de ce délai de rétractation, et l'accord express du consommateur pour ne pas bénéficier, donc le renoncement express du consommateur à son droit de rétractation. Il peut s'agir également des fournitures de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement. Ça peut être le cas, par exemple, des produits frais. Donc, vous avez toute une liste figurant dans cet article. Il est aussi question aujourd'hui, depuis la loi Hamon, du délai de rétractation applicable à des clients professionnels quand ce qu'ils commandent ne correspond pas à leur activité principale. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un professionnel puisse bénéficier également du droit de rétractation, il faut que le contrat soit signé hors établissement du vendeur, mais en la présence physique et simultanée des deux parties. Donc, dans le cadre de la vente à distance, le délai de rétractation qu'on aurait pu appliquer aussi aux clients professionnels n'a pas sa place, puisque de fait, le contrat n'est pas concluant la présence physique des deux parties. Alors, un petit point sur la livraison. Donc, contrairement dans les conditions générales de vente entre professionnels, dans la relation B2B, vous pouvez prévoir un délai de livraison simplement indicatif. Ce n'est pas possible dans la relation professionnelle à consommateur. Vous devez avoir un délai de livraison précis ou d'exécution de la prestation de service, bien sûr. Si vous n'indiquez aucun délai, à ce moment-là, on va appliquer un délai maximal de 30 jours. Si ce délai que vous avez indiqué ou le délai maximal de 30 jours n'est pas respecté, à ce moment-là, le client doit vous notifier le fait que vous êtes en retard de livraison et qu'il vous accorde un délai supplémentaire raisonnable pour pouvoir livrer ou exécuter votre prestation. Si vous ne respectez toujours pas ce second délai, eh bien, le client peut demander la résolution de la vente. Il faut savoir aussi que pour certains contrats, la date de réalisation ou la date de livraison peut être une condition déterminante pour la conclusion du contrat. C'est-à-dire que le client n'aurait pas acheté ce produit ou n'aurait pas commandé cette prestation de service si le délai avait été différent. Dans ce cas-là, le client pourrait demander la résolution de la vente immédiatement. Donc, faites très attention au délai de livraison que vous faites figurer sur votre site. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, eh bien, on voit de nombreux sites qui proposent des délais de livraison qui ne sont pas du tout respectés par la suite et le client n'est informé qu'après avoir validé sa commande et donc payé. À mon sens, ça pourrait être très fortement discutable et répréhensible par la direction de la répression des fraudes. Donc, soyez très vigilants sur le délai de livraison que vous proposez. Alors, encore un point sur la médiation à la consommation. Nous avons très régulièrement des questions à ce sujet. Qu'est-ce que c'est la médiation à la consommation? Eh bien, c'est un processus de règlement extrajudiciaire des litiges, donc c'est pour éviter l'encombrement des tribunaux, par lequel un consommateur et un professionnel tentent de parvenir à un accord amiable pour résoudre un litige qui les oppose avec l'aide d'un tiers, le médiateur. À défaut d'accord amiable entre les parties, au préalable, le médiateur va leur proposer une solution pour régler le litige. Donc, cette médiation s'applique à tout litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel, commerçant, artisan, bailleur, collectivité territoriale, etc., dans le cadre de l'exécution d'un contrat de vente ou de prestation de service. Depuis le 1er janvier 2016, c'est une obligation qui s'impose à vous. En tant que professionnel, vous devez permettre à tout consommateur l'accès à ce dispositif de médiation de la consommation qui résulte de l'article L612-1 du Code de la consommation. Donc, vous devez communiquer sur votre site Internet, dans les conditions générales de vente ou les bons de commande ou par tout moyen approprié, les coordonnées du ou des médiateurs dont il relève. De ce fait, vous allez devoir adhérer à un médiateur de la consommation qui aura été agréé pour pouvoir traiter de ces litiges. Donc, vous allez pouvoir trouver la liste de l'ensemble des médiateurs notifiés par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, qui est accessible sur leur site Internet et sur la plateforme en ligne de résolution des litiges de la Commission européenne. Vous retrouvez aussi sur le site de la DGCCRF la liste des médiateurs répartis en fonction du secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez.
Donc, voici pour les conditions générales de vente entre professionnels et consommateurs. Donc, maintenant, je vais aborder quelques informations pratiques. Slide suivant, Vincent, s'il te plaît. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la DGCCRF s'intéresse aux nouvelles formes de vente à distance, mais également aux nouveaux modèles économiques résultant du développement de l'économie numérique. L'importance du commerce électronique à présent, le développement de nouvelles pratiques accentuées en plus par la crise sanitaire, ainsi que le changement de réglementation impliquent une surveillance accrue. Le renforcement des droits des consommateurs et la prise en compte des spécificités du commerce en ligne, dont l'essor est très très rapide, appellent une action de contrôle régulière de la DGCCRF, d'autant que les plaintes de consommateurs sont très nombreuses. C'est pourquoi nous vous proposons de prolonger ce webinaire mardi prochain, toujours à la même heure, de 11h à 12h, donc le 9 février, par un autre webinaire qui sera cette fois-ci animé par un inspecteur de la direction de la répression des fraudes et qui va porter sur le contrôle de la DGCCRF, comment ça se passe, comment est-ce qu'elle est amenée à contrôler les sites Internet, quelle est la procédure de contrôle et quelles sont les mauvaises pratiques que vous devez éviter dans le cadre de la mise en place d'un commerce en ligne. Ensuite, nous aurons un autre webinaire le 18 février. Et là, on change complètement de sujet, mais c'est quand même un sujet d'actualité, qui portera sur la perte d'exploitation et l'indemnisation par les assurances, voir où on en est. Un an après le début de la crise sanitaire, il y a eu des arrêts, il y a eu des condamnations d'assurance, parfois dans l'autre sens, pour indemniser ou pas cette perte d'exploitation. Donc, un expert en assurance viendra nous présenter les dernières évolutions et comment renégocier votre contrat d'assurance. Et un peu plus loin dans le temps, mais vous pouvez déjà réserver la date, le 30 mars aura lieu un webinaire dédié à la médiation dans le cadre des litiges entre fournisseurs et clients. Donc, dans la relation interentreprise, en fait, B2B. Donc, ça peut aussi vous intéresser par rapport à des problèmes que vous pourriez rencontrer avec vos fournisseurs dans le cadre de la vente en ligne de produits. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue qui nous a gentiment assisté ce matin, que je remercie d'ailleurs, Vincent Blumenreder, pour vous présenter les différentes aides à la digitalisation qui ont été mises en place par l'État, mais également au niveau régional. Vincent, je te laisse la parole. Merci Élise. Bonjour à tous. Je vais juste basculer sur la slide suivante. Oui, donc en fait, l'idée c'est que, Élise m'a proposé d'intégrer un petit, il y a 3 slides, donc je vais être assez rapide sur les différents dispositifs d'aide mis en place par l'État, mais aussi par la région Grand Est et plus localement par l'Eurométropole, des dispositifs d'aide à la digitalisation. En essayant d'expliquer rapidement le principe de chacun, tout en sachant que probablement que je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Donc, je n'ai pas laissé mon adresse mail sur le PowerPoint, mais Élise la rajoutera ou on la rajoutera par la suite. Donc, au niveau de l'État, aujourd'hui, il y a 2 choses. Alors, il y a une qui est pilotée par CCI France et la Direction générale des entreprises qui s'appelle le Plan national relance commerce. Alors, sur ce plan national relance commerce, vous êtes une TPE de moins de 20 salariés avec une activité commerciale, vous souhaitez faire un diagnostic de maturité digitale. Il est pris en charge par l'État et il est réalisé donc par la CCI Alsace Eurométropole, donc par moi et un bon nombre de mes collègues, soit de l'économie numérique, soit du tourisme, soit du commerce principalement. Un accompagnement CCI possible par la suite. Et donc, je disais TPE de moins de 20 salariés avec l'activité commerciale, ça c'est les critères jusqu'au 31 mars 2021, puisqu'au 1er avril, ces critères vont changer. Et pour le moment, je n'en dispose pas. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est tout frais, c'est le chèque numérique de l'État, qui a été mis en place à partir du 28 janvier de mémoire, donc c'est vraiment tout frais. Alors, ce chèque numérique, il faut être une entreprise de moins de 11 salariés fermée administrativement en novembre 2020, avec des cas particuliers pour des hôtels et des hébergements. Alors, le chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros, bon, en général, ça colle. Alors, sur ce chèque numérique de 500 €,
c'est sur une facture qui a été acquittée par l'entreprise et qui concerne une activité digitale entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez rien fait jusqu'à présent et que vous souhaitez et que vous êtes éligible à ce chèque numérique de l'État, il faut bouger vite. Hein. Donc, si vous voulez faire une boutique en ligne, si vous voulez faire du click and collect, si vous voulez remettre à jour votre site web, même vitrine, il faut que la facture acquittée soit datée avant le 31 mars pour pouvoir être présentée sur la plateforme de l'État, hein, puisque c'est l'agence de service public qui va vous rembourser la somme de 500 €. Voilà, j'ai dit à peu près les grandes lignes sur ce projet. Je réfléchis, non, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ensuite, on a un parcours de la région Grand Est. Alors ça, c'est pour des projets un peu plus matures ou en tout cas un peu plus importants. Alors, c'est un parcours complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, pareil, il y a des critères d'éligibilité, hein, donc il y a des codes APE dans le commerce, le tourisme et le secteur agricole. Donc la liste, elle est disponible sur le site de la CCI, le site de la région Grand Est. Hein, je vous ai mis le lien. Il faut être moins de 20 salariés, donc 19 maximum. Et donc parcours complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire déclaration d'intention auprès de la région. Donc vous dites en gros, je suis intéressé par intégrer le parcours complet. Première étape, un diagnostic. Deuxième étape, à l'issue du diagnostic, une feuille de route. Ensuite, vous avez une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc vous avez du consulting qui est financé par la région à 70%, donc sur des forfaits qui sont encadrés par la région Grand Est, puisqu'elle a labellisé un certain nombre de prestataires sur cette partie-là. Ensuite, il y a un investissement de la part de l'entreprise à hauteur de 1 000 € minimum. Et la région rembourse 50% de la dépense. Voilà, donc ça c'est pour la partie dispositif de la région Grand Est. Et puis enfin sur l'Eurométropole de Strasbourg, un cas particulier, enfin un programme particulier qui s'appelle BICOM, qui existe depuis début 2020. Donc là, c'est un petit peu plus souple au niveau des critères d'éligibilité, hein, puisqu'il faut être moins de 50 salariés. Il ne faut pas être dans le secteur du numérique. Et son siège social et ses filiales doivent être sur le territoire de l'Eurométropole. Donc attention aux gens qui ont un magasin à Strasbourg et qui ont un siège social indiqué à Morsbronn-les-Bains, comme j'ai vu passer hier. Cette personne-là, enfin cette entreprise-là n'est pas éligible. Pareil, vous avez un diagnostic de maturité digitale. La CCI ou la CMA, hein, donc la Chambre des métiers de l'artisanat, peuvent être opérateurs de ce diagnostic, qui est plus un diagnostic, donc maturité digitale, mais également de validation de votre projet d'investissement. Et l'aide mobilisable par l'entreprise, c'est 1 500 € maximum, 50% des investissements. J'ai indiqué, alors c'est pas vraiment une contrainte, hein, mais quand même, il est tout à fait possible de cumuler les différentes aides. D'ailleurs, au passage, sur l'Eurométropole de Strasbourg, vous pouvez choisir le prestataire, hein, vous n'avez pas non plus d'obligation forcément de travailler avec un prestataire labellisé. Vous avez la possibilité de cumuler les aides. Donc, si je prends par exemple le chèque numérique de l'État, vous avez une facture acquittée 20 mars sur la création de votre site web. Vous pouvez, il est envisageable éventuellement de le cumuler avec un parcours de la région Grand Est. De la même manière, vous pouvez cumuler éventuellement avec un BICOM. Hein, donc les différentes aides sont cumulables. Il faudra de toute façon vous renseigner auprès du conseiller, soit de la Chambre de commerce, soit de la Chambre des métiers, de quelle manière c'est cumulable.
sachant que les factures acquittées doivent toujours être a posteriori, en fait, du point de départ qui est ce fameux diagnostic de maturité digitale. Donc, toutes les factures antérieures à la date de diagnostic seront caduques pour la région et pour l'Eurométropole, et toutes les factures acquittées entre le 30 octobre et le 31 mars sont-elles éligibles au chèque numérique de l'État, à condition que vous ayez été fermé administrativement au mois de novembre et que vous ayez moins de 11 salariés dans votre entreprise. Voilà ce que je voulais dire. Je te relaisse peut-être la parole, Élise, pour conclure. Oui. Merci. Merci Vincent pour ces précisions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si vous avez des questions, tant sur le site internet, les conditions générales de vente, ou encore sur les aides à la digitalisation, et on orientera votre demande ensuite vers les personnes qui sont compétentes en fonction du secteur géographique. Donc, je vous mets l'adresse. Vous l'aurez sur le slide de toute façon, mais je vous la mets quand même. Dans le fil de conversation, l'adresse du service. En même temps, CCI, donc juridique@alsace.cci.fr, le numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre, 03 88 75 25 23. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Si vous en avez, je vous propose de nous les poser, soit sur le fil de conversation, ce qui paraît le plus simple pour que ça ne crée pas trop de bruit au niveau des interventions. En tout cas, je vous remercie de votre présence nombreuse ce matin. Nous nous excusons encore pour les difficultés techniques que nous avons rencontrées. Nous organisons souvent des webinaires. C'est la première fois que nous avons ce problème. Mais ça peut arriver, malheureusement. C'est les aléas du direct et aussi du télétravail. Je remercie aussi beaucoup Vincent qui nous a permis de vous présenter quand même le support et les aides à la digitalisation. Élise, juste Oui. une petite information. Donc, il y a 2 notes juridiques qui sont en cours de réalisation, qui vont compléter ce webinaire et qui vont inclure tout ce qu'on a dit ce matin. Donc, une note sur le commerce en ligne et une note sur toutes les dispositions des CGV e-commerce. Donc, elles seront en ligne rapidement, on l'espère, sur le nouveau site de la CCI. Donc, vous pourrez les consulter ou nous demander plus d'informations par rapport à ces notes. On est à votre disposition. Ainsi que le replay d'ailleurs du webinaire de ce matin, qui sera également en visionnage sur le site de la CCI Alsace Eurométropole. Donc, vous pourrez retrouver aussi toutes les informations. Nous allons vous envoyer aussi le support par mail. Je pense que ça sera, comme on a eu des petits problèmes de diffusion, nous allons vous l'envoyer par mail pour que vous puissiez y avoir accès et vous y référer. Et en plus, vous aurez les contacts aussi, nos contacts sur le support. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre fidélité pour certains. Et puis, j'espère vous retrouver mardi prochain, le 9, donc à 11 h, avec M. Scarfone, inspecteur de la DGSIS-ARF, qui vous présentera les aspects plus pratiques aussi des sites de vente en ligne et des conditions générales de vente. Ce à quoi vous devez vraiment faire attention. Je voulais juste faire un point aussi, puisqu'il existe à présent de nouvelles arnaques sur les sites internet de vente en ligne. Avec le fort développement des ventes en ligne, eh bien, on se retrouve face à de nombreuses arnaques, notamment en termes de modalités de paiement. Donc, vous devez faire très attention et sécuriser au maximum votre site internet. On a eu des alertes ces derniers jours. Donc, faites vraiment très attention. Rapprochez-vous peut-être de votre hébergeur pour voir si votre site est sécurisé suffisamment pour faire face à ces nouvelles attaques, puisqu'ils détournent les données des clients et notamment les numéros de carte bancaire. Donc, ça peut être très préjudiciable aussi pour votre activité. Voilà, donc on vous donne rendez-vous mardi prochain, le 9 à 11 h. Élise, il y a une question. Oui. Il y a une question dans le fil de conversation. Un site de click and collect, je pense, réservation sans vente, doit-il respecter la réglementation de la vente en ligne? Alors, qu'est-ce que vous appelez sans vente? Est-ce que ça veut dire que le client ne paye pas en ligne?
c'est juste une réservation et que le client paye une fois qu'il vient rechercher le produit. Dans ce cas-là, pour moi, ça serait pas la formation du contrat, elle ne se fait pas juste à la réservation, donc ce ne serait pas de la vente à distance. La vente à distance, on va plutôt l'appliquer quand le client commande et paye en ligne et vient retirer le produit. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anne-Valérie. Ben, je ne suis pas sûre parce que les deux éléments, c'est un professionnel et un particulier et conclusion d'un contrat à distance, sachant que je disais que le mode de livraison et de paiement importait peu sur l'application de la vente à distance. Donc, faut-il encore savoir qu'il en est de la réservation en fait. Qu'est-ce qu'on entend par réservation? C'est tout ça, moi, qui me pose problème que le paiement. Qu'entend-on par réservation et quelles sont les conditions du coup de réservation? Parce que pour moi, il faudrait quand même des conditions générales qui permettent de déterminer ce qu'il en est de la réservation, quelles sont les conditions, quelles sont les obligations du consommateur qui réserve et quelles sont les obligations du commerçant par rapport à cette réservation. Pour approfondir ce procédé avant de pouvoir vraiment donner une réponse ferme, je pense. Mais je pense très concrètement que c'est le genre de réponse que pourrait apporter Monsieur Scarfone lors de la réunion de mardi prochain. Donc, il pourra... Pardon? Donc, l'inspecteur de la DGCCRF. Oui, tout à fait. Mardi prochain, il sera tout à fait à même de vous dire si vous devez à ce moment-là respecter la réglementation de la vente à distance ou si la DGCCRF considère que ce n'est pas de la vente à distance. Mais pour moi, il y a quand même, enfin, j'ai un doute aussi. Alors, on parle, la personne nous dit réservation sans obligation d'achat, le produit est réservé pendant 24 heures. Donc, il n'y a pas vraiment de conclusion d'un contrat. Donc, peut-être que la vente à distance, dans ces cas-là, ne s'applique pas s'il y a réservation sans obligation d'achat. Tout à fait. Parce que là, il n'y a pas, effectivement, on n'est même pas dans le principe du double clic, hein, puisqu'il n'y a pas de commande ferme qui est passée dans ce cas-là. Donc, à mon sens, dans ce cas-là, on n'est pas dans l'application de la réglementation de la vente à distance. Tout à fait. Oui, oui, bah pour moi, le contrat n'est pas conclu, en fait. Il n'est pas formé. Voilà. C'est juste une réservation. Ça ne vous engage en rien. Ça n'engage en rien le client. Si le client ne vient pas, il ne se passe rien. Vous remettez le produit à la vente. Donc, il n'y a pas de réglementation de vente à distance dans ce cas-là. Hein. Donc, pas de délai de rétractation, pas de problème de conditions générales de vente. Voilà. Et c'est vraiment ce genre de questions qui pourra être abordé mardi prochain. Donc, si vous êtes en train de mettre en place ou si vous vous posez beaucoup de questions sur le click and collect, je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à regarder soit en replay, soit en direct le webinaire de mardi prochain parce que ce sera vraiment des questions qui pourront être abordées. Mais clairement, je pense que si le click and collect se résume à une réservation et qu'il n'y a pas de vente ferme, la réglementation de la vente à distance ne s'appliquera pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tirer quelques dispositions pour se protéger en tant que commerçant de tout litige ultérieur. Tout à fait. C'est pas parce qu'une réglementation n'est pas obligatoire qu'il ne faut pas quand même en tirer profit pour se protéger de tout litige. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, malheureusement, je ne suis pas disponible mardi prochain. Ce n'est pas bien grave, puisqu'il y aura aussi un replay. Donc, vous pourrez regarder sans problème le replay du webinaire qui aura lieu mardi prochain. Voilà, il ne semble pas y avoir d'autres questions. Bon, en tout cas, on vous remercie pour votre participation et puis on vous donne rendez-vous donc mardi prochain à 11 h. Et pour ceux qui ne peuvent pas être présents mais qui seraient intéressés par le contenu, eh bien sûr, on le retrouvera en replay comme vous l'a annoncé Anne-Valérie. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter le site de la CCI Alsace Eurométropole qui sera mis à jour très régulièrement en fonction de nos documents et de nos webinaires. Donc, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne après-midi. Merci, au revoir à tous.